Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, que dit le Père Nou? Ça fait bientôt 70 ans que des millions de personnes et de parents de par le monde se posent la question quand ils s'interrogent sur la façon d'élever son enfant. Le Père Nou, ce sont en fait les Père Nou, 2 livres références sur l'attente d'un enfant et sur son éducation. On en parle aujourd'hui avec Clémence Père Nou, elle est l'invitée du Grand Oral. Une anti-sèche nouvelle formule en 2025, on réveille sa culture générale cette semaine en partenariat avec les arènes BD autour de la conquête spatiale. Question du jour, quel fut le premier être vivant à voyager dans l'espace? Réponse et explication dans 10 minutes avec Arnaud Delalande. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec notre diététicienne et nutritionniste Sandra Ferreira. Pas de petite recette aujourd'hui, mais un sujet extrêmement important, l'anorexie mentale. Qu'est-ce que c'est? Elle vous répondra. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Clémence Père Nou, bonjour. Bonjour. Vous publiez chez Albin Michel la version actualisée de 2 livres qui font référence depuis près de 70 ans. Et c'est là où je regrette de ne pas faire un peu de muscu. Ah ben on vous les montre. Ah mais ils sont sympas en régie. Pascal, alors dites donc, ils pèsent lourd. Ah, j'y arrive. Pour prouver, Faites pour pas montrer peur, ils aussi. sont pas si lourds. Non, puis, en même temps c'est ce qui fait leur prix, leur exhaustivité. Donc ça, moi je trouve ça extrêmement important. Vous héritez d'un monument, le J'attends un enfant de votre grand-mère Laurence. Livre qui avait vu le jour en 1956. Racontez-nous l'épopée de J'attends un enfant. Eh bien, c'est une très belle histoire. En fait, ma grand-mère est tombée enceinte de mon papa en 53, puisqu'il est né en 54. Et tout simplement, elle est tombée enceinte et elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et elle a eu envie d'avoir des informations. En fait, elle a cherché un livre. Il n'y en avait pas, tout simplement. Et comme elle était journaliste. Exactement. Elle a fait son métier de journaliste. Elle est allée chercher l'information. Elle est allée chercher les médecins, toutes les personnes qui avaient l'information et qui étaient d'accord pour lui donner. Et donc, elle l'a recueillie. Et puis, elle en a fait un livre parce qu'elle s'est dit, si moi, j'ai ce besoin, je suis probablement pas la seule. Et donc, probablement, je vais répondre à un besoin. Et ça a été le cas. Et ça a été la première édition. Et puis, les choses évoluent. Donc, il a fallu réactualiser. Et de réactualisation en réactualisation, on arrive à ces 2 versions que vous avez réactualisées. Évidemment, ces livres, ils se sont imposés par le sérieux de leur contenu. Vous venez de le dire, vous mettez en œuvre des moyens journalistiques, mais aussi, je crois, à travers l'attention qu'elles portaient et que vous avez portée aussi aux lectrices et aux demandes des femmes. Oui, tout à fait. Alors moi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance. J'étais très proche de ma grand-mère et elle me racontait beaucoup son métier. Et puis, il n'y avait pas besoin qu'elle me raconte. Je la voyais. C'était une force de travail et une passionnée. Donc, elle était vraiment... elle passait beaucoup de temps à son bureau. Et elle passait notamment beaucoup de temps à lire et à répondre aux courriers des lectrices. Et je me souviens des piles de courriers, parce qu'à l'époque, c'était des piles de courriers papier. Et elle m'en parlait beaucoup parce que c'était très important pour elle. Ce contact avec ses lectrices, leur retour, et puis ça lui permettait de sentir précisément quelles étaient les tendances, questions. les questions. Oui. Et de voir là où il fallait être plus précise. Et là où ça fonctionnait, vous avez dit dans un entretien, je me demande même si elle n'avait pas une petite idée derrière la tête quand elle vous montrait tous ces courriers. Elle ne s'était pas dit, alors que vous étiez toute petite, que Clémence serait l'héritière. C'est ce que je me suis toujours dit, ouais. Et j'y crois de plus en plus, notamment parce que j'ai eu un mail d'une personne qui a vu les nouvelles éditions et qui était très proche de ma grand-mère et qui m'a dit qu'effectivement, peut-être qu'en son fort intérieur, il y avait un petit quelque chose. Mais ça ne m'étonne pas parce que de toute façon, ma grand-mère, quand elle voulait quelque chose... Elle l'obtenait. Donc là... Même de l'au-delà, elle l'a obtenu. Exactement. La précision de l'information, la proximité avec les lectrices, il y a un ton aussi. Oui, alors il y a un ton et puis il y a une façon de ne pas donner un avis personnel, mais par son expérience, de livrer, disons, les choses avec passion et d'être une maman qui s'adresse aux mamans. C'est-à-dire que c'était ça la particularité de son livre, et c'est ça qui fait qu'encore aujourd'hui, je l'imagine, il se démarque parce que je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas médecin, mais je m'entoure de toutes ces personnes-là pour ensuite, avec ma parole de parent, m'adresser aux parents. Parce que vous attendez aussi vous-même d'être devenue maman pour prendre la suite, pour refaire le livre. Oui, c'est-à-dire que moi... C'est l'autre déclic, je veux dire, il y a votre lien avec votre grand-mère, oui. Mais il y a aussi un moment où, ça y est,
Et là, vous vous dites, allez, je peux y aller maintenant. Exactement, vous avez raconté l'histoire exactement comme elle s'est passée, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours vécu avec ces livres. J'ai toujours été fascinée par ces livres, cette aura et la passion de ma grand-mère. Et donc ça m'a accompagnée toute ma vie. Et puis, beaucoup plus récemment, je suis devenue maman. Et donc, je les ai utilisés pour la première fois parce que je les connaissais, les livres, mais je les avais jamais lus dans le menu détail. Et là, ça y est, ce moment est arrivé. Et puis, par ailleurs, en fait, la famille, on est toujours resté proche de la maison d'édition. Et puis là, sans m'en rendre compte, les dernières années, moi, je prenais part aux discussions avec beaucoup plus d'engagement. Et puis, au bout d'un moment, en fait, en discutant avec l'éditrice, on s'est dit, mais... Il y a peut-être un truc... Et ça nous donne Laurence et Clémence Pernoud, le livre de référence de la maternité. J'attends un enfant. Alors, il y a plein de nouveautés, évidemment, par rapport à il y a 70 ans, mais même par rapport à il y a 10 ans. L'une d'entre elles est quand même sur la couverture. Oui. Regardez les papas, on est là. En fait, on n'y était pas avant. Non, on n'y était pas. Je dis on, comme on se comprend, ouais. En fait, vous n'y étiez pas. Il n'y avait pas une famille. Et il y a eu plusieurs choses qui m'ont amené à ce qu'il y ait un papa en couverture. C'est que d'abord, quand on a lu les livres avec mon conjoint pour attendre nos filles, en les lisant, il m'a dit on s'adresse pas beaucoup à moi. Alors il y avait un petit peu, mais pas encore suffisamment. Et à l'heure où on demande aux pères d'être présents, ce qui est merveilleux, il faut aussi, du coup, s'adresser à eux. Et donc, j'ai fait un énorme travail à l'intérieur du livre pour m'adresser aux papas, aux coparents, aux partenaires. Parce que quand on dit « j'attends un enfant », c'est la maman qui l'attend dans son corps, mais en fait, le papa aussi, il attend un enfant. Toute la famille attend un enfant. Donc, j'ai fait un gros travail à l'intérieur du livre. Et donc, quel était le meilleur moyen de le montrer à l'extérieur ? C'était de mettre un papa en couverture. Vous avez parlé de famille, j'ai montré la couverture de « j'attends un enfant », mais donc, on a la famille avec toujours le papa. Dans « j'élève mon enfant », peut-être que la prochaine édition, il y aura des coparents, des couples, enfin bon bref, exactement. On peut imaginer, ça fera beaucoup de monde sur la couverture, mais on attend généralement un enfant collectivement. En matière de parentalité, j'allais dire, tout va très vite. Même, vous disiez dans un entretien, les éditions des années 90, début 2000 sont aujourd'hui obsolètes. C'est aussi pour ça d'ailleurs votre grand-mère a décidé de remettre à jour en permanence. Ouais. Ça, c'est un vrai défi pour vous. C'est ce qui rend si passionnant ce travail, c'est que c'est sans fin. Et comme tous les travaux de recherche, quand on commence, on se dit je vais arriver, ça va être fini. Et puis en fait, non, on se rend compte que c'est toujours plus parce que la recherche ne fait que aller encore plus loin. Là, il y a des recherches sur le cerveau des nouveau-nés, on arrive à faire des IRM maintenant. Enfin, tout ça, c'est perpétuel, la recherche, la médecine, mais aussi la société qui est en permanente évolution. Donc oui, c'est sans fin et c'est super parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y aura tous les ans des nouvelles choses. Il faudra aussi s'adapter à chaque nouveau parent parce que chaque nouvelle génération est différente, vit sa parentalité différemment. Il y aura toujours des nouveautés. D'un mot juste avant l'anti-sèche, dans les nouveautés, il y a le fait qu'aujourd'hui, on vit sa maternité ou sa parentalité sous l'œil des autres. Alors, au fond, on le vivait toujours. On était dans un milieu, dans une famille. Les femmes, quand c'était elles qui avaient l'essentiel de la charge, ont toujours été regardées, toujours été jugées sur la manière dont elles élevaient leurs enfants. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous dites ça... exponentiel. Ça explose. En fait, tout explose. C'est-à-dire que les conseils explosent, les injonctions explosent, le regard des autres explose, mais aussi les images plus ou moins sublimes et plus ou moins fausses qu'on voit de la maternité, soi-disant de ses pères, mais en fait qui sont des images qui sont, bien souvent absolument artificielles, nous renvoient à des choses le truc photoshopé, genre dès le lendemain tout va très bien. Voilà, et nous on se dit mais moi ça ressemble pas du tout à ça ma vie. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Tout va bien. Votre vie va très bien. C'est normal qu'il y ait des moments de grande souffrance. On est donc en 1953 lorsque Laurent Pernoud attend son premier enfant. Ce premier enfant, c'est le papa de Clémence. Elle a à l'époque 35 ans. Elle ne trouve pas les infos qu'elle cherche. Et c'est le début de cette mythique aventure éditoriale et éducative qui se prolonge avec Clémence. Clémence que l'on retrouve juste après l'anti-sèche. On révise notre culture générale sur la conquête spatiale cette semaine. Anti-sèche, nouvelle formule en cette année 2025. Anti-sèche, révision de culture G. Au programme cette semaine, l'histoire de la conquête spatiale. On est en partenariat avec les arènes BD. La question du jour, quel fut le premier être vivant à voyager dans l'espace ? Arnaud Delalande, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste de bande dessinée. Vous signez cette Odyssée de l'espace, histoire de la conquête spatiale, superbe ouvrage aux arènes BD avec Éric Lambert au dessin. Et je précise qu'il a été réalisé avec l'aide de l'Agence spatiale européenne. Il y a également la Société astronomique française qui a contribué. Oui. Et vous a relu très attentivement
attentivement Nathalie Tingeot, chef de projet Histoire à l'Agence spatiale européenne. Alors, il y a un piège. Premier être vivant à voyager dans l'espace, quand on a préparé ce test, Laika, évidemment, le chien russe. Alors, pas du tout. Et non. Alors en fait, il s'agit de mouches, hein. Figurez-vous, c'est ce qu'on pense, parce que dans les premiers essais à partir de la base de Whitehorn au Nouveau-Mexique, on lance les premières fusées et il y a quelques mouches qui ont été piégées à l'intérieur, donc les premiers êtres vivants sont sans doute les mouches. Après quoi, il y a eu en effet la fameuse Laika qui était la chienne, une chienne abandonnée dans la banlieue glacée de Moscou, qui a été envoyée, qui malheureusement va brûler en vol aussi. Ce qu'on dit rarement aux enfants d'ailleurs. Oui, voilà. Et puis il y a un Albert II aussi. Albert II, oui. Il n'est pas de Monaco. Non, c'est pas celui, c'est pas le prince de Monaco, c'est un singe. Il y aura Ham aussi, hein, un peu plus tard. Mais donc, les premiers tests sont faits en effet avec des animaux. Et puis, dès la fin des années 40, hein, parce que Albert II, c'est 47. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça commence à très tôt, tous les tests, etc. Et puis ensuite, une fois que la NASA est créée, c'est-à-dire en 1958, et ensuite avec l'impulsion donnée par JFK, Kennedy, on va avoir le discours Nouvelle Frontière et puis la mise en place des premiers corps d'astronautes américains. Voilà, et Laika, si on s'en souvient, c'est à la fois parce qu'elle a été fortement instrumentalisée par le pouvoir soviétique dans le cadre de la guerre d'image et de la guerre froide à l'époque, mais aussi parce que c'était le premier être vivant, pour le coup, à effectuer le tour de la Terre. Pas juste à être envoyé dans l'espace, mais vraiment, elle a fait une rotation complète. Ensuite, on va envoyer des hommes dans l'espace. Gagarine le premier, il revient, mais un certain nombre y ont laissé leur vie. Et là, vous racontez dans le livre quand même quelques... Oui, bien sûr, parce qu'on pense toujours naturellement à Armstrong, etc., premier pas sur la Lune. On pense à Al Shepard juste après Gagarine, justement. Mais il y a aussi des gens parmi les pionniers, beaucoup qui ont laissé leur vie. Hein. Voilà, donc il y a par exemple cette tragédie au moment d'Apollo 1 qui prépare donc la future mission sur la Lune, qui décolle pas, mais il y a une espèce de test qui est fait dans une capsule avec 3 astronautes. Et une sorte de court-circuit, si je me souviens bien, c'est ça, Grissom et Chaffee. Et alors, il y a un court-circuit et les pauvres brûlent. Ils brûlent parce qu'il y a... Alors évidemment, ça a été riche d'enseignements parce que la trappe s'ouvrait pas comme il fallait. Enfin, il y avait 3. Donc, ils ont changé ensuite les procédures. Ils ont mis des boulons explosifs pour ouvrir les trappes. Ils ont mis plein de choses. Ouais, bah oui, évidemment. Malheureusement, c'est souvent quand ça marche pas qu'on apprend. Hein, ça, voilà. Et donc, il y en a eu ensuite une série de catastrophes. Et comme on est quand même sur School TV, qu'on s'intéresse particulièrement aux questions d'éducation ici, il y en a une qui a bouleversé le monde éducatif, notamment américain, parce que tous les élèves américains étaient devant leur télé à ce moment-là, c'est Challenger. Et oui, et alors parce que, pour une raison simple d'ailleurs. Hein. Il y avait une instite. Christa McAuliffe. Voilà, Ils étaient super fiers, elle n'était pas astronaute professionnelle, elle s'envolait. C'était tout un discours autour de l'éducation. Voilà. Oui, les classes étaient là. Alors vous imaginez les classes du monde entier, alors des États-Unis naturellement, mais j'ai assisté à l'événement, si je puis dire, devant ma télévision à cette époque-là. C'est l'explosion de la navette Challenger, effectivement. Il y en a une autre, c'est Columbia après. Columbia, un petit peu plus tard. Allez, on termine sur une note positive. Il y a aussi des sauvetages mémorables qui nourrissent le cinéma et on a déjà parlé depuis le début de la semaine de l'importance du cinéma. Apollo 13. Apollo 13, on a frôlé la catastrophe. Hein, il manque de CO2, il faut arriver à faire entrer un tube rond dans un truc carré. Ils ont une idée de bricolage hallucinante en 3 minutes et demie en plus. Hein. Oui, c'est ça. L'ingénieur, on lui dit, il va falloir trouver une solution en 3 minutes. Un peu plus que 3 minutes, mais oui, ils ont mis toute l'équipe dessus et ça leur a sauvé la vie et c'est raconté merveilleusement dans le film de Ron Howard qui s'appelle Apollo 13, évidemment. Avec des phrases mythiques là aussi, comme I believe we have had a problem here, qui donc mal traduit, c'est parce qu'on dit toujours Houston, on a un problème. On a un problème, en fait, on a eu un problème. On a eu un problème. Voilà. Ils ne se rendent pas très bien compte de ce qui s'est passé. Non, et ils ne mesurent pas. La tragédie, enfin, la tragédie, pas tragédie, heureusement, parce que ça se termine bien. Ouais. Mais c'est pas une comédie non plus. Non. Arnaud Delalande, merci beaucoup. Vous signez avec Éric Lambert l'Odyssée de l'espace, une histoire de la conquête spatiale, superbe ouvrage aux arènes BD. Arnaud, on se retrouve demain une dernière fois pour répondre à la question suivante. Combien de satellites utilisez-vous, vous, pas Arnaud, vous, nous, moi aussi d'ailleurs, chaque jour quand vous vous servez de votre portable? La réponse demain, grand oral, la suite. Clémence, dans les sujets que vous avez beaucoup réactualisés, il y a par exemple la question du postpartum, qu'on évoquait d'ailleurs juste avant l'anti-sèche, en disant toutes ces images sur les réseaux sociaux de le lendemain de l'accouchement, tout va très bien, Madame la Marquise. Là, vous dites qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire aux femmes. Oui, en fait, le postpartum, c'est une période de grande vulnérabilité. Alors, je vais citer une étude qui est assez récente et qui fait froid dans le dos. On l'a vu, le suicide est la première cause de décès maternel. Donc là, tout est dit. Ça veut dire que vraiment c'est une période de grande fragilité et que donc les parents ont besoin d'un soutien énorme et surtout ont besoin de savoir qu'il peut y avoir des moments difficiles.
ce qu'il y a, c'est que pendant des années, en fait, la maternité ne devait être que beauté, merveille. J'ai eu un enfant, c'est merveilleux. Et on en parlait juste avant. On oublie. On a un enfant et puis il se passe les 2-3 ans difficiles et puis ensuite on oublie que c'est donc on en refait un. Donc on en fait un, mais en disant c'est cool. Mais en fait, c'est ça en fait dans tous les domaines de la vie. On garde les bons moments et puis on oublie les moments difficiles et c'est comme ça que l'humain est fait pour avancer. Mais si on les oublie totalement et qu'on oublie de dire aux autres que ça va être difficile, alors on met potentiellement dans la tête des gens un vrai problème de culpabilité parce que quand il y a des difficultés, si on ne le sait pas, quand on les vit, on se dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je suis comme ça ? Je ne suis pas normale, je ne vais pas bien. Je vois nulle part des gens qui sont en train de vivre ce que je suis en train de vivre, donc ça ne va pas. » Alors que, en fait, il faut dire aux parents que ça arrive, les difficultés, c'est possible, mais il y a des choses pour avancer, pour aller mieux. Il y a des réseaux de soutien, des gens à contacter, et c'est vraiment très important de le savoir. Raison pour laquelle vous avez mis un petit questionnaire d'auto-évaluation. J'ai tenu vous ne vous substituez pas au médecin, d'ailleurs vous dites qu'il faut, pas du tout, à toutes les pages, qu'il faut mieux consulter dès qu'on a le moindre doute, mais il y a un petit questionnaire. Tout à fait. En fait, ce petit questionnaire, il est très facile. Il ressemble un peu au questionnaire qu'il y avait autrefois dans les journaux féminins. Ouais. Donc, un peu léger. Je dis ça avec un peu de légèreté, mais parce que ce questionnaire, il se fait en 3 minutes et il permet de se rendre compte où on en est. Ouais. Est-ce que c'est juste mon baby blues ou est-ce que là, je traite quelque chose qui est un peu dur et auquel cas, je vais aller consulter, je vais aller voir ma sage-femme, mon médecin traitant. Je peux même en parler au pédiatre pendant un des rendez-vous avec mon enfant si je ne sais pas où aller. Ça se passe page 363 de J'attends un enfant et les questions sont du type j'ai pu rire et prendre les choses du bon côté. Et à chaque fois, on donne, il y a une échelle, une gradation. Je me suis sentie confiante et joyeuse en pensant à l'avenir. Je me suis sentie inquiète ou soucieuse sans motif, etc., etc. Alors dans les autres nouveautés, donc les réseaux sociaux qui nous viennent des États-Unis, il y a plein de vocabulaire qui a traversé l'Atlantique en matière de parentalité, parce qu'ils ont fait tout un business aussi, la parentalité en Amérique. Alors le baby clash. Alors le baby clash, on en parle de plus en plus. Ouais. On parle de vulnérabilité dans les premières années de la vie d'un enfant. C'est aussi l'arrivée d'un enfant, c'est aussi quelque chose qui peut mettre à mal un peu le couple parce que on est épuisé, parce que on ne sait pas comment faire et c'est toujours un peu facile quand c'est la faute de l'autre. Et voilà, le baby clash, comme son. On objective quelque chose que tout le monde a expérimenté, c'est-à-dire Exactement. Que ça recompose les relations du couple, d'un couple. Amoureux, alors on espère qu'il reste amoureux, mais devient aussi un couple parental, et c'est plus la même chose, tout simplement. Exactement, et le baby clash, c'est quand le bébé amène un clash des parents. En fait, tous ces mots, tous ces anglicismes, ils sont intéressants parce qu'ils sont très parlants. C'est ça. En 2 mots, ils disent tout de suite les choses comme le baby blues, en plus ils rappellent... C'est pour ça que je les utilise, parce que en fait, vraiment, je les trouve très parlants. Ils sont efficaces. Alors, il y en a un qu'ils aiment beaucoup, pardon, je vous coupe, mais parce que j'adore votre nouveauté. Les Américains disent les terrible two, c'est-à-dire le fait qu'à 2 ans, c'est terrible. Et vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur terrible two, vous allez nous dire pourquoi. Et vous l'avez rebaptisé, je trouve ça génial, le chamboule tout. Oui, en fait... Le terrible two, il est quand vous avez eu dans votre vie un enfant de 2 ans, vous voyez très bien de quoi il s'agit. C'est-à-dire et c'est normal en fait, l'enfant à cet âge-là, il est en train de tout découvrir, d'essayer de faire tout par lui-même, mais le pauvre, c'est pas encore tout à fait possible. Donc c'est frustration au maximum. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que dans terrible two, il y a quelque chose de très négatif. Alors qu'en fait, cette période pour l'enfant, elle est extrêmement positive. C'est extraordinaire pour lui ce qu'il est en train de vivre. Sauf que, ça amène à des grosses frustrations, à des grosses crises. Mais si nous, parents... On le voit comme un changement positif. Alors tout va bien. Et ça veut dire qu'on va lui apprendre que ces frustrations sont normales et donc on va lui apprendre à les gérer. On va lui apprendre que le concept même de frustration, le pauvre, ça va l'accompagner probablement une bonne partie de sa vie, si ce n'est toute sa vie. Mais s'il apprend à cet âge-là à vivre avec les frustrations... ça se passera mieux plus tard. L'enfant, jusqu'à 3 ans, je vous cite, ne fait pas de caprice, ça n'existe pas. Il essaie juste de gérer ses émotions, sa frustration. L'enfermer, l'engueuler et surenchérir dans la violence ne va pas du tout l'aider. Au contraire, je voulais quand même citer un tout petit bout du bouquin pour qu'on ait aussi ce ton dont on parlait en début d'émission, qui est très important. C'est un livre qui nous parle et c'est un livre qui vous parle. Alors, il va de 2 à 3 ans, et à 3 ans, c'est pas évident non plus. Et là, c'est le three-nager. C'est pas le teenager, ça
c'est l'adolescence, le three-nager. Ouais. Ben oui, c'est pareil, c'est vraiment très parlant parce qu'on comprend tout de suite. J'aime bien dire, parce que dans le même esprit, il y a la matrescence qui n'est pas un anglicisme, mais qui est en rapport avec l'adolescence. Et en fait, alors pour le coup, on n'est pas tous parents dans notre vie, mais on a tous été adolescents. Et donc, on sait tous que l'adolescence, c'est beaucoup de challenges et c'est parfois très, très dur à vivre. Et donc, à 3 ans, c'est déjà une espèce de première forme d'adolescence. Petite répétition générale. Exactement. Et donc, en fait, quand on se rend compte de ça, c'est pareil. Quand on comprend l'enfant, en fait, tout est question, et ça, je le dis beaucoup, tout est question d'observer son enfant et de se mettre à sa place pour comprendre que ce qu'il est en train de vivre, en fait, c'est pour lui, à chaque instant, des chamboulements extraordinaires. Il n'est pas en train pas du tout, il n'est pas de vouloir vous énerver absolument, de vous rendre dingue, c'est pas ça, c'est pas son point de vue. Vous citez notamment Daniel Rapoport, Janine Lévy, mais Montessori aussi, apprends-moi à faire seul, apprends-moi à faire tout seul. Ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait essentiel. Ce sont des livres qui nous accompagnent dans finalement, faire confiance aux petits, y compris tout petits. Il n'y a pas de petite victoire, j'allais dire. Et tout ce que l'enfant va réussir à faire tout seul, ça encore, c'est autant de gagner. Oui, en fait, il faut se dire aussi que les premières années d'un enfant dans sa vie, tout ce qu'il fait, c'est nouveau. C'est ça. Donc il y a une espèce aussi, c'est merveilleux. Il faut se dire, je trouve qu'il y a un truc de l'émerveillement chez l'enfant qu'on devrait pouvoir garder toute sa vie, parce que oui, ça veut dire que chaque journée est un peu une espèce de journée exceptionnelle. Et nous, on vit plus ça. Bon, évidemment, on pourrait pas s'extasier chaque jour, mais il y a quelque chose qui est quand même... On peut, il y a des gens qui ont gardé leur âme d'enfant. Exactement. Il y a quelque chose qui est assez incroyable. Et de savoir l'accompagner et de savoir autonomiser son enfant, c'est-à-dire ne pas faire les choses pour lui, mais l'accompagner, lui donner envie. Il y a quelque chose de la curiosité, c'est ça, d'accompagner son enfant pour que lui-même puisse faire les choses, parce qu'en fait, il a tout en lui. Et là, on lui envoie des grands shoots de confiance, on aide les neurones à se mettre dans le bon sens et on se frotte les mains de joie quelques années plus tard en disant qu'on a bien eu raison de le faire. Alors, vous tranchez aussi des débats pour lesquels vous dites absolument l'inverse de ce que disait votre grand-mère. Mais c'est normal, la science a évolué. Alors, dans les grands débats du moment, il y a biberon ou allaitement. Où est-ce qu'on couche le bébé, sur le dos, sur le ventre? On dit, oh là, c'est une crêpe, le bébé, tous les 10 ans, il faut le retourner. Parce que... Bon, alors maintenant, il y a quand même des études assez concrètes sur, effectivement, pendant des années, on a couché les enfants sur le ventre et on s'est aperçu quand même qu'il y avait probablement un lien entre ça et... de la mort inattendue du nourrisson qui était lié à ça. Biberon ou allaitement, je ne trancherai jamais. Absolument, c'est ce que j'aime bien dans le bouquin. Il n'est absolument pas de question de trancher, il est question, au contraire, de pouvoir donner aux parents la possibilité de faire ce qui leur ressemble et ce qui leur convient le mieux. Et donc, et c'est effectivement, l'allaitement ou le biberon est un bon exemple, mais j'essaye de le faire pour tous les sujets. Vous le faites partout, en fait. Sur le biberon, vous dites c'est votre décision, c'est la bonne décision. Exactement. Simplement, il faut qu'elle soit informée de part et d'autre, et donc vous donnez les arguments de part et d'autre. Et enfin, mais d'un mot, parce qu'il doit nous rester 30 secondes avant de retrouver Sandra Ferreira, vous terminez, parce que ça se termine quand on a 3 ans, et vous dites tout n'est pas joué à 3 ans. Et ça, c'est un discours qui vous énerve, c'est le discours qui est de dire les 1000 jours, c'est plié. C'est évidemment jamais plié. Sinon, c'est comme si je disais l'édition 2025, c'est la dernière. Ah non. Voilà. Ah non, ce serait la fin d'une aventure extraordinaire. Mais c'est ça, mais c'est l'humain en fait. L'humain est en mouvement perpétuel et c'est ce qui fait la richesse. Vous vous rendez compte que vous avez, je ne sais pas quel âge vous avez, mais j'ai l'impression que vous avez l'âge de faire le centenaire. J'élève mon enfant. Je pourrais y arriver au centenaire. Ouais, mais franchement, ce sera loin quand même. Hein. Ouais, quand même. Et je vous jure, vous serez contents, c'est un peu lourd, mais bon, vous n'êtes pas obligé de les acheter ensemble. Vous prenez j'attends mon enfant d'abord, ensuite j'élève mon enfant. Vous les rangez surtout pas dans une bibliothèque, vous les posez, je ne sais pas moi, sur une table de nuit ou sur la table du salon. Vous aurez envie de l'ouvrir. C'est un compagnon, c'est des ouvrages compagnons qui sont absolument formidables. Clémence, mille merci de nous avoir accompagnés dans la quotidienne sur School TV. On va maintenant prendre d'autres conseils autour de l'enfance avec Sandra Ferreira. C'est l'heure du plateau repas. Chose promise, chose due. Nous allons aujourd'hui parler, Sandra, d'anorexie mentale. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Dans le plateau repas, Sandra Ferreira, diététicienne et nutritionniste. L'anorexie mentale qu'on a abordé un peu en passant récemment, ce trouble alimentaire qui concerne en France à peu près 1,5% de la population féminine de 15 à 35 ans. Ça fait quand même 230 000 femmes à travers le pays. Des femmes essentiellement, des hommes parfois aussi. Un homme pour 9 femmes concernées. On commence par la définition des termes, anorexie mentale. Bien sûr, l'anorexie mentale, c'est un trouble du comportement
comportement alimentaire qui est caractérisé par une peur obsessionnelle de grossir. C'est la définition officielle. C'est une maladie, on se le rappelle. C'est une maladie qui va se manifester par de lourdes privations alimentaires, souvent la pratique de sport de façon intensive, la consommation parfois de diurétiques, de laxatifs, des vomissements, et toujours dans le but de perdre du poids. Ces symptômes vont durer des mois, voire des années. Il faut bien comprendre que ça dure très longtemps et c'est souvent associé à des troubles psychologiques tels que dépression, anxiété ou stress. Important de rappeler que sans prise en charge thérapeutique, l'anorexie mentale, elle peut se révéler extrêmement dangereuse, grave, puisqu'elle peut conduire jusqu'à la mort. On citait les chiffres pour les 15-35 ans parce que l'anorexie mentale, elle touche majoritairement les personnes jeunes. Exactement, elles vont toucher 70 000 adolescents qui vont correspondre à 60 à 70% des anorexiques, ce n'est pas rien. Mais ce trouble va toucher de plus en plus les femmes et les hommes un peu plus mûrs, un peu plus âgés. 170 000 adultes de 25 à 45 ans sont anorexiques. Et ça, c'est l'évolution de la société qui va pousser... Et oui, si ça dure, c'est qu'ils vieillissent. Ils vieillissent. Ouais. La société a des critères de beauté assez définis encore, malheureusement, même si ça évolue. Et donc, on a 70 000 personnes en France chaque année qui sont concernées par l'anorexie mentale parce qu'elles veulent ressembler au canon de beauté actuel. Une maladie qui touche absolument dans tous les milieux. Il n'y a pas de... Tous les milieux socioculturels et dans tous les environnements, que ce soit ville ou campagne. On rappelle que 5 à 10% des anorexiques peuvent provoquer une tentative de suicide ou arriver jusqu'au suicide. Pour qui vous connaît, une chronique de Sandra sans solution, ça n'existe pas. Donc il y a quand même quelques petits chemins vers la guérison. C'est long. Des chemins vers la guérison, voilà. Vous dites bien Emmanuel, c'est long, c'est très long. Et il faut se faire accompagner par des professionnels de santé formés, c'est le plus important. Je vous donne quelques pistes tout de même. Si vous pensez souffrir d'anorexie mentale, la première piste, c'est de prendre conscience de sa maladie. C'est l'essentiel pour éviter d'être... C'est le plus dur. C'est le plus difficile. Pour éviter d'être dans cette spirale infernale de la maladie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, prendre conscience des risques. L'anorexie, c'est une maladie, comme je l'ai dit. Ça peut entraîner des troubles hormonaux, comme la disparition des règles, mais également, j'en cite quelques-uns, de symptômes, chute de cheveux, fatigue permanente, baisse de morale, troubles cardiaques, troubles digestifs, décalcification. Ça va s'attaquer à tous les organes un par un, puisqu'on ne les nourrit plus. Qui peut aider ? L'entourage. Faites-vous aider par votre entourage. Il n'est pas là pour vous juger. Si une personne vous juge, laissez-la tomber. Raccrochez-vous qu'à l'entourage proche, celui qui vous aime. Rencontrez des personnes guéries. Participez à des groupes de parole, à des réseaux sociaux où on se retrouve entre anorexiques mentales pour trouver des solutions quand on se sent soutenu. C'est une maladie, on arrive plus facilement à guérir et il va falloir se réhabituer à manger normalement. L'estomac a l'impression de ne plus avoir faim après quelques bouchées. C'est normal, il s'est habitué de petits volumes, effectivement. Et il va falloir y aller progressivement. Je crois que c'est le maître mot, à être très patient pour se réhabituer à avoir de l'appétit et à avoir de nouvelles saveurs. L'estomac a perdu l'habitude, il y a des carences aussi. Il y a des carences. Donc là, vous vous fiez au médecin qui va combler les carences, vitamine D, calcium, potassium, pour renforcer les os, pour éventuellement lutter contre le stress. Important de répéter quand même que le but dans l'anorexie mentale, c'est de reprendre du poids pour des questions de santé, mais c'est pas de manger n'importe quoi. Donc vous suivez surtout les conseils de l'équipe médicale pour manger quand même équilibré. Et quand on commence ou quand on recommence à prendre du poids, à grossir, c'est facile d'accepter ce nouveau corps ou cet ancien corps qui revient? Eh bien non, Emmanuel, effectivement, ouais. C'est très difficile, il faut en avoir conscience, c'est très difficile d'accepter, même si la personne anorexique mentale veut s'en sortir, elle va avoir du mal, il va y avoir peut-être des rechutes, il ne faut pas brusquer les choses, partager ses repas, il faut être patient et surtout envisager l'avenir, se dire que ça va arriver, ça mettra du temps, mais on peut s'en sortir. Sandra, merci beaucoup pour cette chronique. Manuel. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec des... Surprise. Des surprises. Allez, génial. Surprise. Merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission Maquillage Laure Audemont. Marine Plantec pour la préparation de l'émission qui est en régie aujourd'hui avec Héloïse Merlin au son et Romain Luc à la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.